Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée au grand débat national au plus près des Français dans les territoires comme nous en avons l'habitude avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télés locales de France, du réseau Via Télévision bien sûr, et puis l'invité politique tout à l'heure sur ce plateau en direct, c'est Franck Riester, le ministre de la Culture qui sera là. Voilà, j'ai deux invités en plateau, Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson et merci d'être avec nous. Et puis Alain Griset, bonjour, merci d'être avec nous. On parlera de ce que vous avez organisé, plus de 40 grands débats à travers la France tout à l'heure. Alain Griset, vous êtes le président de l'Union des entreprises de proximité, l'U2P. Voilà, merci d'être là ce matin. Nous allons tout de suite partir pour Bordeaux. Jefferson des Sports le sait bien, c'est un grand jour à Bordeaux, puisqu'Alain Juppé quitte définitivement Bordeaux. Un nouveau maire arrive et nous rejoindrons en direct. Elle est là, Raphaël Orenbuch. Bonjour, de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Également à Rennes, TVR, c'est la chaîne de Bretagne avec Stéphane Beignet. Enfin, via LMTV au Mans dans la Sarthe avec Michael Texier. Merci d'être là tous les trois en duplex et en direct dans ce multiplex de Territoire d'Info et du Journal des Territoires ce matin. Je disais Bordeaux, nous partons tout de suite à Bordeaux. C'est le jour J pour la ville avec l'élection d'un nouveau maire. Bonjour Raphaël Orenbuch, vous êtes en direct et en duplex de la mairie de Bordeaux, lieu stratégique s'il en est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour Cyril, c'est effectivement, vous l'avez dit, une journée cruciale ici aujourd'hui pour la vie politique locale. En effet, Alain Juppé va donc passer la main à la mairie que vous voyez derrière moi, mais aussi à la métropole bordelaise dont il était également le président, puisqu'il quitte la capitale girondine pour rejoindre le Conseil constitutionnel à Paris, où il a été nommé par le président de l'Assemblée nationale. Alors, première séquence qui va se dérouler donc ici ce matin à la mairie de Bordeaux, c'est Nicolas Florian, celui qui était jusqu'alors premier adjoint d'Alain Juppé, qui va être officiellement élu maire en conseil municipal. Nicolas Florian qui va donc s'asseoir dans le fauteuil de celui qui a, et tous les Bordelais, ou presque, s'accordent à le dire, radicalement transformé la ville et qui a endossé ce costume de maire durant 24 années. Alors, un costume peut-être un peu grand pour cet homme de 49 ans, c'est en tout cas la question que beaucoup lui ont posée ces derniers jours. Cet avocat de formation qui est finalement peu connu des Bordelais, était plutôt un homme de l'ombre à la mairie jusqu'ici, mais il semble aujourd'hui déterminé à y laisser son empreinte. Et si le costume d'Alain Juppé est bien sûr trop grand, selon ses mots, il compte bien le tailler à sa mesure. C'est ce qu'il a déclaré en tout cas sur TV7 et dans les colonnes du journal Sud-Ouest, avec une ambition qu'il ne cache pas, bien sûr, celle de ne pas être seulement le remplaçant d'Alain Juppé pendant un an et de prouver qu'il pourrait occuper ses fonctions après 2020. Alors, sur les gilets jaunes, on sait que Bordeaux a été une ville particulièrement touchée par ces manifestations. Elles ont été souvent violentes. Est-ce que, d'abord, le nouveau maire va avoir à gérer cette affaire? Comment faire pour ces gilets jaunes? Pour lui, gros problème. Et également pour ce grand débat national qui prend fin et qu'il prend au fond en cours de route, le nouveau maire, donc Nicolas Florian. En effet, la crise des Gilets jaunes, si ce n'est pas la raison qui a poussé Alain Juppé à quitter Bordeaux, on sait que ça a été bien sûr un élément déclencheur dans sa décision. Et on sait que Bordeaux, et vous l'avez rappelé aujourd'hui, est toujours un bastion de ce mouvement. Des milliers de manifestants se réunissent toujours ici chaque samedi et les dégradations affectent beaucoup le centre-ville. Alors c'est bien sûr un des sujets que va devoir aborder Nicolas Florian avec ses adjoints. Pour l'instant, on sait surtout que ce sont surtout des dossiers de politique locale qui l'attendent, mais ils sont bien sûr intrinsèquement liés à cette mobilisation des Gilets jaunes. On peut notamment citer le problème de la flambée des prix de l'immobilier à Bordeaux qui rend le centre-ville inaccessible. En tout cas, côté grand débat, ça se passe plutôt du côté de la métropole, parce qu'on sait que Bordeaux Métropole, dont Alain Juppé était le président, a organisé de nombreux grands débats, et c'est Patrick Bobet, l'actuel maire du Bousquet, qui va maintenant prendre la présidence de la métropole.
Raphaël Orenbuch à Bordeaux pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Vous restez avec nous bien sûr en duplex et en direct, puisque vous co-interviewerez avec nous tout à l'heure, en direct sur ce plateau, le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est notre invité ce matin. Je me tourne vers Jefferson Desports, éditorialiste à Sud-Ouest. Merci d'être là, vous êtes un régulier de cette émission. Est-ce qu'il y a une tristesse de voir partir Alain Juppé pour les Bordelais ? Je pense que la page est en train enfin de se tourner, parce que ça fait une séquence maintenant qui a presque 10 jours. Voilà, on a eu Emmanuel Macron qui est venu à Bordeaux exprès pour le saluer. Ce déplacement présidentiel a été monté autour du départ d'Alain Juppé et bien sûr du grand débat. Maintenant, voilà, cette page, c'est une séquence importante aujourd'hui parce que les Bordelais vont pouvoir justement exprimer un dernier salut à Alain Juppé, puisqu'il se présentera dans la cour de la mairie en fin de journée, justement pour leur adresser quelques mots et enfin tourner cette page. Je vous le disais, donc est-ce qu'il y a de la tristesse ? C'est la vie politique et vous le savez, la nature a horreur du vide, donc quelqu'un va prendre la suite, c'est Nicolas Florian. Sur les images, on en a vu une derrière vous, il a l'air triste quand même, hein, le maire. Il n'a jamais caché son émotion lorsqu'il s'est présenté face à la presse au lendemain de l'annonce de sa nomination surprise au Conseil constitutionnel. Alain Juppé a eu pratiquement les larmes aux yeux quand il a fallu prendre la parole. Bon voilà, c'est 24 ans de mandat qui ont été tournés en quelques heures. Maintenant, on est dans l'après. Voilà, Alain Juppé laissera une marque majeure dans Bordeaux, c'est sûr. On vous retrouve après, évidemment. Jefferson Desports, vous êtes avec nous sur ce plateau. Rebonjour Alain Griset, vous êtes le président de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP. Vous avez organisé, vous, plus de 40 débats à travers la France. Vous remettez votre synthèse cet après-midi au Conseil économique, social et environnemental. On en parlera dans un instant. Mais parlez-nous de Bordeaux, parce que Bordeaux, c'était chaud. Et vous aviez d'ailleurs, pas qu'à Bordeaux d'ailleurs, j'allais dire des gens des deux côtés de la barrière, des gilets jaunes, dont si on satisfaisait une des revendications, ça mettait en péril d'autres gilets jaunes, c'est ça ? Pas tout à fait, mais en tout cas, on a une organisation qui regroupant artisans, commerçants, professionnels libéraux. On a constaté dès les premiers jours qu'on avait des collègues qui étaient parmi les gilets jaunes sur les ronds-points. Et donc, à l'UDP, on a naturellement dit qu'il y avait un certain nombre de revendications que ces collègues portaient et que l'UDP elle-même portait. Et puis, par ailleurs, au fur et à mesure des semaines, on a vu d'autres collègues qui étaient touchés par les manifestations et qui perdaient du chiffre d'affaires. Et donc, notre organisation, tout en appuyant... Mais vous étiez quoi, écartelé ? Non, pas du tout, mais on a cette conviction qu'effectivement, aujourd'hui, globalement, l'environnement de nos entreprises n'est pas conforme à ce qu'elles attendent. D'ailleurs, c'est ce qui est sorti des grands débats. Et par ailleurs, naturellement, il était légitime qu'on puisse accompagner ceux qui étaient en difficulté, d'où le travail qu'on a fait avec Bruno Le Maire pour permettre à ses collègues de ne pas, au bout du compte, fermer leur entreprise. Alors, vous restez avec nous, Alain Griset. Également, on va se rendre maintenant en Bretagne, à Rennes précisément, où nous attend le directeur de l'information de TVR. Bonjour Stéphane Beignet. Stéphane, on vous retrouve dans quelques secondes. Vous êtes à l'image, bien sûr. Avant, nous allons prendre la température des débats dans votre région. Et on va se rendre à Saint-Briac, très exactement. On regarde ce reportage et puis on vous retrouve dans un instant. À tout de suite. J'aimerais bien que mes enfants puissent pouvoir acquérir un pouvoir un jour, et au moins par l'école et l'éducation, ce qu'on nous vole depuis trop longtemps. Au cœur des débats pour ce deuxième acte, la place des élus et leur rôle. À Saint-Briac-sur-Mer hier soir, ils étaient encore nombreux à participer au grand débat national. De la suppression du Sénat à davantage de pouvoir pour les élus locaux, toutes les propositions ont été prises en compte et seront remontées au gouvernement. À partir du moment où vous donnez aux gens la possibilité de s'exprimer, même si vous avez l'intention de ne pas suivre ce qu'ils disent, ce qu'ils réclament, parce que ce n'est pas ni réaliste ni réalisable, ça les a permis de se libérer. Et ça, c'est pas mauvais du tout. Là, c'est pas simplement débattre, il faut vraiment proposer des choses claires. Maintenant, mon problème, c'est de savoir comment ça va bien remonter et surtout comment ça va redescendre. La semaine prochaine, le thème sera l'écologie. Si pour l'instant Saint-Briac est la seule commune organisatrice de réunions publiques en Ille-et-Vilaine, des débats locaux sont annoncés ailleurs dans le département. Voilà, c'est l'ex-maire de Saint-Brieuc d'ailleurs qu'on recevra demain, Brice Lalonde, dans le journal des territoires. Vous savez que Emmanuel Macron se trouve en région PACA pour parler écologie aujourd'hui et grand débat national. Donc on aura Brice Lalonde pour nous débriefer ce qu'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Stéphane Beignet, bonjour. Dites-nous quel bilan vous faites de tous ces débats dans votre région et puis pour votre chaîne aussi. Alors,
il y a aujourd'hui un peu plus de 400 réunions qui ont été organisées, des réunions organisées à la fois par les Gilets jaunes, par des associations, par également des élus, donc énormément de réunions avec à chaque fois à peu près une centaine de participants. Ce que l'on peut dire en résumé, c'est qu'en filigrane de tous ces rendez-vous, il y a à l'occasion de ces consultations un enjeu posé aujourd'hui sur le fait qu'il faut refaire société. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fortement remonté, car on a compris ce mouvement depuis plusieurs semaines, depuis cet acte 16 aujourd'hui, mouvement de contestation en région, avec la montée notamment des inégalités qui persistent et qui s'aggravent depuis des décennies, avec des recompositions économiques, recompositions sociales ou culturelles. Alors aujourd'hui, Cyril, 5 constatations. Un salaire médian plus faible qu'en moyenne nationale, malgré un niveau de qualification plus élevé, un taux de pauvreté plus faible qu'ailleurs, mais de grandes disparités infrarégionales. Un habitat qui est dispersé, allongeant les distances travail-domicile, des espaces ruraux en difficulté, notamment en centre-Bretagne, et puis un point important de l'agriculture et de l'agroalimentaire, des métiers qui sont peu valorisé. Alors, il y a 4 grandes pistes de réflexion pour la région Bretagne. 1, fixer la priorité du renforcement du pouvoir d'agir de chacun, on l'a entendu dans le reportage. 2, affirmer l'enjeu de cette fameuse cohésion sociale et territoriale. Redonner également du sens à la construction de l'intérêt général. Et enfin, rappeler le rôle des institutions et des corps intermédiaires. On en parle beaucoup depuis le mouvement et le début des Gilets jaunes. Parlez-moi, Stéphane Beignet, vous êtes directeur de l'information de TVR, donc chaîne à Rennes, régionale, de la TNT, partenaire de notre édition. Quel est le rôle d'une chaîne comme la vôtre dans ce grand débat national, dans cette proximité au fond avec les citoyens ? Alors c'est déjà de suivre ce mouvement, de décrypter cette information, mais un peu comme vous, d'essayer de comprendre. Et ce mouvement, il partait de très loin. Donc il a fallu essayer aussi de remonter quelques décennies en arrière pour voir cette montée de cette fameuse constatation. C'est écouter, c'est faire des reportages, c'est avec également nos amis et confrères de Ouest France d'organiser de très nombreux débats avec l'ensemble des participants, les Gilets jaunes bien sûr, les politiques, mais également les associations de commerçants, les forces de police, pour essayer de comprendre. Parce que ce que l'on a vu à Rennes, comme partout ailleurs, c'est vraiment ce langage qui ne passait plus, alors qu'aujourd'hui, il faut retrouver un peu de l'apaisement. Rennes est une capitale régionale et depuis maintenant 16 semaines, eh bien, les samedis sont vécus à l'heure des confrontations, malheureusement. Stéphane Beignet, directeur de l'information donc de TVR à Rennes. Vous restez avec nous puisque vous co-interviewerez tout à l'heure le ministre de la Culture, Franck Riester, qui sera en direct sur ce plateau. On a vu de magnifiques images de vos côtes bretonnes derrière vous. Alain Griset, plus de 40 débats, je disais tout à l'heure, une synthèse que vous allez remettre cet après-midi au Conseil économique, social et environnemental, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous avez une idée de ces synthèses ? Est-ce que vous avez commencé à regarder ce qu'il y avait dedans ? Oui, naturellement, vous savez, on a suivi l'ensemble de ces débats, je veux dire, qui ont été des débats d'abord sereins. Nos collègues ont souhaité s'exprimer. Partout, sans exception. Ils sont exprimés, respecter les positions des uns et des autres, quelquefois qui étaient diverses, mais au bout du compte, il y a quelques grandes tendances qui, partout, ressortent de ces grands débats. D'abord, l'idée très claire qu'il y a une iniquité fiscale et sociale, et que nos entreprises n'acceptent plus qu'il y ait autant de différences et que la concurrence soit faussée par ces différences. Ensuite, il y a une sorte d'incompréhension entre l'importance que ces hommes et ces femmes ont dans la vie locale, dans les territoires, dans leur investissement sur les territoires, et le peu d'intérêt quand globalement les politiques publiques s'adressent à eux. Au bout du compte, ils se disent, mais pourquoi on n'arrive pas à obtenir des choses qui, à la limite, leur paraissent tout à fait légitimes. Et puis, il y a naturellement également une colère de la non prise en compte de ces demandes qui sont répétées depuis de nombreuses années. Jefferson des Sports, on a vu des images de Saint-Briac, tournées par nos amis de TVR à Rennes. Donc Saint-Briac, on a vu donc un village qui se réunit, beaucoup de gens viennent, ça se passe bien. Il y a une espèce de contradiction avec la crise des Gilets jaunes où ça s'est mal passé. Pourquoi ? De toute façon, il y avait un besoin
de s'exprimer, un besoin de reprendre la parole, un besoin de mettre sur la table les problèmes. Et M. Griset le disait très justement, voilà, il y avait ce besoin-là maintenant. C'est fait, on est dans la dernière ligne droite de ce débat, puisqu'il doit s'achever le 15 mars. Et après, on va rentrer... Vraiment, parce qu'on dit qu'Emmanuel Macron veut le poursuivre, vous avez entendu ? On verra ce qu'il en est, parce que de toute façon, en plus, cette séquence lui est plutôt profitable, puisqu'il est très en avance sur le sujet, il s'est investi personnellement sur cette question-là. Mais à l'issue de ce débat, maintenant, ce qu'on va attendre, parce qu'on connaît maintenant les revendications, tout est posé sur la table. On parlait d'inéquité fiscale. À cet égard, la taxe GAFA est une première réponse. Et maintenant, ce qu'on va surtout attendre, ce sont les conclusions du chef de l'État. Quelles propositions va-t-il faire à la fois aux entreprises, mais aux particuliers ? Est-ce que vous avez trouvé les Français matures ? On voit toujours ces images de Saint-Briac là, qui passaient pendant que vous parliez. Au fond, ça s'est bien passé. Ils ont articulé, Alain Griset le disait aussi, leurs idées. Vous en faites la synthèse, vous par exemple, vous êtes un des organismes qui les récupère. Ça va être transmis donc au gouvernement, probablement au président de la République à l'arrivée. Au fond, ça aurait été un exercice de démocratie très réussi. Ça, c'est vrai qu'Emmanuel Macron pourra s'en targuer, non ? Il y a une vraie différence entre ce qui se passe dans la rue et les débats. C'est pas du tout les mêmes images que l'on a. Là, il y a une concertation. Il y a eu des débats à Bordeaux, notamment avec le président de la République la semaine dernière, où il a rencontré des femmes. Tout le monde a pu s'exprimer. Voilà, donc c'est vrai que ça contraste sérieusement avec les violences qui ont accompagné les cortèges des Gilets jaunes, les violences qui peuvent encore se poursuivre. Donc maintenant, il y avait ce besoin-là. Je pense que c'est essentiel. Et moi, peut-être que le chef de l'État a senti qu'il y avait quelque chose à faire sur ce terrain-là. Juste un mot, vous allez faire des publications de ça ? Oui, naturellement. Vous allez pouvoir les éditer et vous allez pouvoir, je sais pas, les faire distribuer par le biais des éditeurs, par le biais... Oui ? Non, mais on s'était engagé auprès de nos collègues à dire qu'on allait restituer. On a d'ailleurs pris en note tout ce qui a été dit de façon limitée par nos collègues. Et donc, naturellement, on va restituer très fidèlement ce qui a été demandé, ce qui a été exprimé. Mais, je veux dire, un jour, ça sera... j'allais lire un livre d'histoire. En tout cas, cette période restera, je pense, dans l'histoire comme étant une période tout à fait particulière. Mais ces grands débats ont permis l'expression des Français, de nos entreprises. Mais derrière, il y a maintenant une attente. Parce que le fait de permettre aux personnes de s'exprimer est quelque chose de très bien. Mais les attentes sont très, très clairement aujourd'hui sur la table. Et l'enjeu, c'est de savoir quelle réponse il y aura à ces attentes et à ces demandes. On va d'ailleurs se rendre maintenant au Mans, donc direction la Sarthe. Dans un instant, nous serons en direct avec Michael Texier de Via LM TV, chaîne partenaire de cette édition, donc chaîne locale, régionale au Mans. Bonjour Michael, on vous voit à l'écran. De nombreux débats ont eu lieu dans ce département. L'heure, là aussi, est au bilan. On va regarder ce qui ressort de l'un d'entre eux et on se retrouve juste après en direct avec Michael Texier au Mans. C'est très très difficile de trouver un médecin. Soirée studieuse à Fercé-sur-Sarthe. Vendredi dernier, 40 habitants participaient à la réunion publique. Il y a des gens que je sais qui sont du village mais qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours et qui sont venus là débattre. Donc c'est bon signe, ça prouve qu'ils ont aussi besoin de s'exprimer et ça c'est intéressant. Ils doivent d'abord plancher 45 minutes par petit groupe autour d'une question. Dans cette salle de classe, rapidement un thème apparaît, celui de la désertification rurale, école en première ligne. Les gamins, ils prennent le car, ils vont faire 20 bornes, et après on va dire l'économie de carburant, patati pataquès. Et commençons par le début, de laisser dans les petits... De l'autre côté du couloir, on évoque une autre disparition, celle des humains dans une société de plus en plus dématérialisée. Et quand il y a un problème, vous n'avez plus personne en face. C'est l'heure de la plénière. La disparition des services en campagne, on en a parlé, notamment les cartes grises. Maintenant, si vous en voulez... La mise en commun des idées ressemble à un long inventaire à l'après-vert, d'où ressortent la défiance vis-à-vis des politiques, l'envie d'écologie, l'envie de pouvoir d'achat, l'envie d'un impôt mieux réparti. Comment on va retranscrire tout ça parce qu'il y a aujourd'hui à Fercé, mais demain il y a tel autre village, et on multiplie ça par des milliers, et franchement, qu'est-ce que ça va donner concrètement ? En Sarthe, une centaine de réunions publiques ont été programmées pendant toute la durée du grand débat. Bonjour Michael Texier, rédacteur en chef de Via LM TV. LM, c'est pour Le Mans. Bientôt la fin des grands débats, chez vous aussi. Quel bilan pouvez-vous nous faire de ces grands débats dans le département ?
Eh bien, en Sarthe, ces grands débats ont connu une certaine dynamique, une belle dynamique même d'ailleurs, qui ne se tarit pas à quelques jours de la fin. Au total, il y a eu 102 réunions programmées très précisément sur ces quelques semaines dans un département qui compte 360 communes. C'est plutôt une bonne performance, sachant que certaines des communes étaient regroupées pour organiser plusieurs réunions. Je parle des communes parce que ce sont les élus qui ont mené globalement, qui étaient à l'initiative majoritairement de ces débats dans le département, et pas uniquement des élus de La République En Marche, mais de tous les bords politiques, des élus du conseil départemental, des élus, les maires surtout, évidemment, dans la petite commune, comme vous avez pu voir à Fercé-sur-Sarthe, puis aussi des députés. À noter une forme plutôt originale qui a choisi une députée PS du département. Ce sont les réunions chez vous, 10 à 15 personnes invitées dans un appartement pour débattre des thèmes qui étaient prédéfinis. Ça, c'est pour la forme globale. Pour ce qui est de l'ambiance générale, eh bien, c'est ce que vous avez vu à Fercé, c'est ce que vous avez pu voir à Saint-Briac en Bretagne tout à l'heure. Le calme, la liberté de parole, aucun tabou, et des thèmes qui vont au-delà même des thèmes qui étaient prédéfinis. À noter juste une seule réunion sur la centaine organisée en Sarthe qui s'est déroulée de manière un peu plus tendue. C'était début février au Mans, où une quarantaine de gilets jaunes ont voulu interpeller deux députés de La République En Marche. C'était quelques jours après le vote de la loi anti-casseurs. Du côté du fond, une similarité à noter entre les cahiers citoyens, qui ont été plutôt nombreux, 120 en Sarthe, en plus des 140 cahiers de doléances qui avaient été récupérés juste avant. Une similarité entre les thèmes de ces cahiers et les thèmes vus dans les débats. En 1, évidemment, le pouvoir d'achat. En 2, les élus et les institutions, avec cette défiance vis-à-vis des politiques. En 3, les services publics, et dans les campagnes, on peut dire qu'ils manquent aux habitants. Et enfin, la transition écologique qui vient un peu plus loin dans les thématiques. Et voilà, Cyril. Michael Texier, il y a un nouveau maire au Mans depuis quelques mois, tristement d'ailleurs parce qu'il a succédé au maire qui est décédé, c'est Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture. Quelle a été son implication personnelle dans ces débats? C'était un très très proche de François Hollande, on le sait. Alors, ce qu'on peut dire de Stéphane Le Foll, je vous parlais tout à l'heure des maires qui s'étaient impliqués. Eh bien, Stéphane Le Foll fait partie de ces maires qui ont été plutôt distants vis-à-vis du débat national et de ses réunions publiques. Il n'a rien organisé à proprement parler au nom de la ville du Mans. Il n'a rien empêché non plus. Il a même facilité quand c'était demandé. J'ai en tête une réunion avec des gilets jaunes qui souhaitaient la mise à disposition d'une salle municipale pour organiser ces grands débats, parce que les gilets jaunes aussi participent pour certains au grand débat. Eh bien, Stéphane Le Foll n'a rien empêché et a permis à ces débats de se tenir dans sa commune, mais sans s'impliquer personnellement. Michael Texier de Via LM TV, Le Mans TV, en direct de la Sarthe. Bien sûr, vous restez avec nous pour co-interviewer tout à l'heure le ministre de la Culture, Franck Riester, qui sera sur ce plateau en direct. Alain Grivet, un mot quand même sur votre application personnelle là-dedans. Vous êtes allé, vous avez organisé 40 débats, vous êtes allé sur place vous-même vous rendre compte de comment ça se passait? J'ai pas pu faire les 40 parce qu'il y avait quelquefois 2 débats le même jour, mais j'y suis allé naturellement parce que, au-delà même de ces débats, je fais à peu près 30 départements par an. La différence, c'est que nous avions là invité l'ensemble des entreprises et pas seulement nos adhérents. On a voulu ouvrir à l'ensemble des entreprises, et c'est vrai qu'on a rencontré des collègues qui ne sont pas habituellement investis dans les organisations. La suite, ça va être quoi? Parce que évidemment, tous vos adhérents, ils sont très nombreux. Vous en avez combien? Au bout du compte, on représente 2 800 000 entreprises. Parce que ces gens-là, ils vont être en attente de quelque chose. Oui, tout à fait. Le grand débat, ça va se finir. Et après, quel est ce qui va se passer après? Vous allez capitaliser vous-même là-dessus ou pas? Naturellement. D'abord, on a constaté que 90% des demandes qui se sont exprimées, c'est des demandes qu'on formulait déjà. Peut-être pas suffisamment fort, en tout cas pour obtenir satisfaction. Et donc on va remettre le travail sur vraiment très fortement sur ces demandes qui ont été exprimées aujourd'hui par nos collègues. Jefferson Desport, est-ce qu'on peut imaginer un ministère du grand débat? Est-ce que dans le remaniement qui arrive, il va y avoir un grand chef, un grand ministre qui peut être nommé pour faire ce suivi du grand déba au fond? Alors, je ne sais pas si... Je pose cette question parce que hier on a entendu Édouard Philippe à la télévision. On a vu qu'il était remonté sur son cheval. En tout cas, il y a un besoin de retrouver de la démocratie permanente? Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir un débat qui ne s'éteint pas? Sans doute, parce qu'il va falloir faire prospérer cette idée, en tout cas cet élan, justement pour sortir de cette crise. Comment? La première réponse, ce sera les conclusions que tirera le chef de l'État. Et ce que disait Alain Texier, c'est intéressant, parce qu'on voit bien maintenant la hiérarchie qui se dessine, le pouvoir d'achat, l'inéquité fiscale, la dématérialisation, le rapport à l'administration. La question de la dématérialisation est d'ailleurs essentielle dans les grands débats, avec
avec des gens qui ne sont pas forcément peut-être en phase. On a aussi besoin d'avoir des agents du service public. Et c'est là toute la contradiction de ce grand débat, parce que vous voulez à la fois plus de services publics, mais baisser les impôts. Tout ça, à un moment, n'est pas forcément entendable et réalisable sous cette équation-là. C'est presque même l'équation impossible. En ce qui concerne vos adhérents, Alain Griset, alors on peut faire le profil d'un adhérent type chez vous? Ça correspond au profit de nos entreprises. C'est d'abord... C'est vrai qu'elles sont très nombreuses, très petites? Très nombreuses, très petites, 99% ont moins de 20 salariés, et même la moitié de nos collègues n'ont pas de salariés. Donc ce sont des gens qui d'abord ont mis leur argent dans leur entreprise. Et c'est ça qui est important. Donc, leur argent personnel. Leur argent personnel, qui globalement travaillent 2 fois 35 heures par semaine, donc ils sont très investis dans leur entreprise. Ils sont également très investis auprès de leurs clients. Sur les territoires. Et c'est là où il y a pour nous de l'importance dans ces grands débats. Parce que nos entreprises représentent la totalité des territoires. C'est ce qu'on appelle le tissu qui a de l'énergie en France. Le tissu qui a de l'énergie et qui est vraiment présent partout. Et ces hommes et ces femmes, je veux dire, sont appréciés globalement de la population. Donc aujourd'hui, le grand débat est important. Il peut continuer, mais il n'aura pas de sens si quelque part il n'y a pas de prise en compte, au moins d'une partie importante, de ce qui est dit sur les grands débats. Et c'est cette attente qui aujourd'hui est très forte. Jefferson Desportes, je vous propose de regarder avec moi quelques images qui nous proviennent de Chine. Vous savez que le grand débat a eu lieu aussi à l'étranger. Il s'agit de Shenzhen. C'est Thibaut Sarrazin, qui est conseiller consulaire en Chine, qui a organisé ce grand débat sur le sol chinois. Beaucoup de Français y ont participé. Cela a débouché d'ailleurs sur 50 points qui vont être transmis à la fois à Anne Genté, qui est la députée des Français de l'étranger, puis au président de l'Assemblée des Français de l'étranger aussi, Marc Villard, et à Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État, donc auprès de Jean-Yves Le Drian. C'est incroyable que même des Français de l'étranger aient été concernés par ça, au fond. Ça a été une grande affaire nationale, ce grand débat national. Que l'on soit français en métropole ou que l'on soit français à l'étranger, on peut se sentir concerné par les problématiques de son pays. C'est logique. Donc que le grand débat ait été sémé jusqu'à l'étranger, c'est plutôt une bonne chose. Ça prouve là encore ce besoin de s'exprimer, parce que même si on est loin de son pays, de ses terres d'origine, on reste attaché à tout ça et on est forcément concerné. On ne peut pas rester insensible à une telle crise, parce que c'est une crise majeure, la crise des Gilets jaunes, on n'avait pas connu ça, il n'y a pas de précédent. Donc on a vu, rappelez-vous, fin décembre, début janvier, le pouvoir a été saisi d'un certain vertige, donc il a fallu redresser la barre, et c'était important de le faire. Merci. Jefferson Desportes de Sud-Ouest. Alain Griset, merci d'avoir porté la voix de ces très petites et moyennes entreprises dans ce grand débat national et en direct sur ce plateau. Voilà, dans l'instant, c'est Franck Riester, le ministre de la Culture, qui est notre invité politique ce matin. On a beaucoup de questions à lui poser, bien sûr. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. On se retrouve après, à tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, Franck Riester, le ministre de la Culture, est notre invité dans quelques secondes. Avant tout, on va regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Vous allez voir ces images incroyables de TV5 Monde avec Kim Jong-un qui rentre très entouré en Corée du Nord et Donald Trump qui rentre lui très seul de ce sommet. Ça a été noté par TV5 Monde. On regarde ensemble, on se retrouve après avec Franck Riester. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Pour son retour en Corée du Nord,
Kim Jong-un a été accueilli comme un héros dès sa sortie du train, à 3 heures du matin. Une belle mise en scène, certes, mais qui tranche singulièrement avec cette image de Donald Trump rentrant seul à la Maison-Blanche après l'échec du sommet de Hanoï la semaine dernière. Un centre de recherche basé à Washington affirme avoir décelé un regain d'activité sur ce site qui était à l'arrêt depuis le mois d'août 2018 et que le régime nord-coréen avait promis de fermer. Du côté du gouvernement algérien, bien évidemment, on ne parle pas du tout. Et du côté des HUG, les hôpitaux universitaires de Genève, eh bien, on ne communique pas non plus, puisque de toute manière, on ne le ferait pour aucun patient, que ce soit Abdelaziz Bouteflika ou quelqu'un d'autre. Abdelaziz Bouteflika souffrirait de 2 choses principales. Tout d'abord, il souffrirait de troubles des réflexes neurologiques et puis d'une aphasie, c'est-à-dire d'une perte partielle de la parole. Blessing Hupson rêvait d'Europe et surtout d'un travail. En mai 2018, la Nigériane répond à une offre d'emploi en Russie. Avec ses dernières économies, elle prend un billet pour se rendre à Moscou. À son arrivée, le piège se referme. Une femme, la madame, lui prend ses papiers et la séquestre dans un appartement. Elle indique à Blessing Hupson qu'elle lui doit environ 40 000 € et que pour la rembourser, la jeune femme doit se prostituer. Avec une quarantaine de filles, elle va enchaîner les passes nuit et jour, la peur au ventre. La traditionnelle école de Samba des Mangueira a fait un pari très osé quand elle a décidé de raconter une version oubliée de l'histoire du Brésil, celle des vaincus, des héros populaires oubliés, les indigènes, les noirs, les pauvres et les femmes, souvent absents des livres scolaires. Le défilé engagé a aussi rendu hommage à Marielle Franco, conseillère municipale fervente protectrice des minorités, assassinée il y a près d'1 an. L'école a enflammé le Sambodrome, faisant chanter à plein poumon tout le public qui était sur l'avenue Sapucaï. Et finalement, aujourd'hui, le jury technique de spécialistes l'a sacrée championne du Carnaval de Rio pour la 20e fois. Voilà, deuxième partie de Territoire d'info en édition spéciale avec les multiplexes un peu partout dans toute la France. TV7 à Bordeaux, en Gironde, où il se passe des choses. C'est un grand jour. Alain Juppé quitte la ville. Un nouveau maire arrive à partir de 9h et c'est Raphaël Orenbuch qui est en direct avec nous, qui co-interviewera tout à l'heure le ministre de la Culture Franck Riester qui est avec nous. C'est TVR à Rennes, en Bretagne, avec Stéphane Beignet, le directeur de l'information. Et puis c'est via LM au Mans, en Sarthe, avec Michael Texier, le rédacteur en chef. Vous êtes tous les trois en duplex et en direct. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà, pour vous co-interviewer.